Donc, Coralie, avec Magali Coldefi, vous avez présenté un dossier il y a déjà quelques années à la Fondation Recherche sur le cerveau, la FRC, en 2018. Et votre projet a retenu toute notre attention parce que, effectivement, c'était un projet qui nous intéresse tout particulièrement. Ce projet portait sur l'espérance de vie réduite des personnes suivies par des troubles psychiques. Quelle est la place des défauts dans le parcours de soins somatiques? Alors, je vais vous présenter, Coralie, et puis peut-être que je ne vais pas être complètement tout dire, étant donné que c'était pas prévu. Donc, Coralie, vous avez fait des études de pharmacie, et puis, c'est assez rare, vous vous êtes spécialisée en recherche en santé publique et vous avez fait un doctorat sur les variations de pratiques médicales en psychiatrie. Alors, je pense que vous n'êtes pas très nombreux, pharmaciens, à avoir fait ce genre de spécialité. Vous poursuivez d'ailleurs encore votre activité de recherche à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, l'IRDES pour ceux qui connaissent. Et dans le cadre de ce travail, vous continuez à faire des recherches sur l'organisation des soins de santé mentale, également sur les inégalités auxquelles font face les personnes qui vivent avec un trouble psychique dans leur parcours de soins et, Eric me pardonnera, dans leur parcours de vie. Donc, vraiment, Coralie, nous vous remercions de présenter ce travail qui est terminé maintenant et qui a retenu toute l'attention de l'UNAFAM dans le cadre de cette recherche que nous avons comportée avec la FRC en 2018. La parole est à vous, Coralie. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. C'était très complet comme présentation. Alors, j'ai un diaporama que je vais essayer de partager avec vous. Vous allez me dire si vous le voyez bien. Est-ce que tout le monde voit le diaporama? En tout cas, là, il a l'air de passer sans aucune difficulté. Okay. Merci. Alors, déjà, un grand merci à l'UNAFAM à la fois pour l'invitation à présenter nos travaux aujourd'hui et puis pour ce financement qu'on avait reçu effectivement en 2018 dans le cadre de l'appel à projet Parcours de soins, Parcours de vie. Donc, je vais vous présenter ce travail que j'ai réalisé avec ma collègue Magali Coldefi qui a porté sur le suivi somatique insuffisant auquel sont confrontées les personnes vivant avec un trouble psychique sévère. Alors déjà, je vais vous présenter le rationnel qui nous a conduit à développer ce travail. On avait fait en 2018 un premier travail sur la surmortalité des personnes vivant avec un trouble psychique en France. Il faut savoir que c'est une surmortalité qui était connue depuis des décennies à l'étranger, mais qui n'avait jamais été objectivée de façon exhaustive à l'échelle nationale en France, tout simplement parce qu'il n'y avait pas les données pour. Et à la fin de l'année 2017, les causes médicales de décès ont été introduites dans le système national des données de santé. Alors, c'est quoi le système national des données de santé? C'est une très grande base de données exhaustive sur toutes les consommations de soins qui sont facturées à l'assurance maladie. Donc, en fait, en mobilisant cette base en parallèle des causes de décès, on est capable d'une part d'identifier les personnes qui vivent avec des troubles psychiques via leurs données de consommation de soins et de relier ces individus à leurs causes de décès. Donc, on a fait une première étude de cette mortalité pour l'année 2014 et nos résultats ont montré qu'en fait, l'espérance de vie à 15 ans de ces personnes était réduite en moyenne de 16 ans pour les hommes et de 13 ans pour les femmes et qu'on avait également une mortalité prématurée. Donc, ce qu'on appelle mortalité prématurée, c'est la mortalité avant l'âge de 65 ans qui était quadruplée chez les personnes vivant avec un trouble psychique en comparaison à la population générale. Et contrairement aux principales idées reçues, les principales causes de décès étaient tout à fait les mêmes qu'en population générale. C'était les cancers et les maladies cardiovasculaires et le rôle des suicides n'intervenait qu'en troisième position. Donc voilà, c'est des constats qui, bien entendu, interpellent, surtout que c'est sur des données récentes. Donc on voit que cette surmortalité qui avait été objectivée à l'étranger, elle continue à persister, même avec des données récentes.
Donc, dans la littérature, il y a 3 types de facteurs principaux qui sont avancés comme pouvant être des déterminants de cette surmortalité. Alors déjà, des facteurs de risque clinique. Donc là encore, il y a des facteurs qui sont un peu trop mis en avant, qui sont des facteurs liés à des comportements de santé à risque, alors qu'il y a aussi, bien sûr, le risque des effets secondaires au long cours des médicaments psychotropes. Aussi, tout un pan de recherche qui commence à s'intéresser à des facteurs biologiques qui seraient communs, des facteurs de risque qui seraient à la fois communs aux maladies psychiatriques et aux maladies somatiques, comme la surexpression de certains facteurs inflammatoires. Et puis, il y a des facteurs socio-économiques. Quand on a un trouble psychique, c'est plus difficile d'accéder au marché de l'emploi et de s'y maintenir, et donc ça peut être associé à une plus grande précarité, et la précarité en elle-même a un effet délétère sur les résultats de santé. Et puis enfin, il y a aussi des facteurs liés au système de santé. Alors d'une part, des facteurs organisationnels qui peuvent être liés à une fragmentation trop importante entre les soins spécialisés de santé mentale et les soins somatiques, mais aussi des facteurs qui peuvent être liés au comportement des professionnels de santé. Et il y a notamment un concept qui est avancé dans la littérature internationale, qui est celui du diagnostic overshadowing, c'est-à-dire en fait le fait que les plaintes somatiques d'un patient avec un trouble psychique vont avoir tendance à être attribuées uniquement au trouble psychique et pas à un réel trouble somatique. Et donc, ce qui est frappant dans ces déterminants qui sont avancés dans la littérature, c'est que sur certains facteurs, il serait tout à fait possible d'agir à court terme par des politiques dédiées. Et puis, le troisième élément qui a conduit au développement de notre projet de recherche, c'est qu'en 2015, donc il y a des recommandations de bonnes pratiques en psychiatrie pour la prise en charge somatique des patients ayant une pathologie psychiatrique sévère et chronique qui ont été éditées par la Fédération française de psychiatrie et le Conseil national professionnel de psychiatrie. Et en préambule, elles indiquaient qu'il n'y avait aucune donnée pertinente concernant les pratiques de dépistage et de prise en charge somatique en France et que du coup, on ne pouvait pas identifier de manière objective les problèmes de pratique à résoudre. Donc, dans ce contexte, notre hypothèse principale, c'est que les personnes avec des troubles psychiques, elles faisaient face à des défauts de parcours de soins somatiques, alors qui peuvent aller d'un moindre recours aux soins à des diagnostics plus tardifs et une fois qu'elles sont bien prises en charge par le système de santé, à une qualité non optimale des soins, avec des conséquences sur les résultats de santé, et je m'excuse auprès de Monsieur Pinet, sur les parcours de vie également, ce qui peut représenter de potentielles inégalités de santé. Donc de façon très schématique, c'est ce que je vous ai mis sur le petit dessin sur la slide, la personne qui vit avec des troubles psychiques, elle est tout en bas, elle a beaucoup plus d'obstacles à franchir pour arriver au même résultat de santé que les autres personnes. Donc, notre objectif principal pour répondre dans un premier temps à une partie de cette hypothèse, c'était de documenter le recours aux soins somatiques courants des personnes suivies pour un trouble psychique sévère en comparaison aux principaux bénéficiaires de l'assurance maladie à l'échelle nationale en France. Donc, c'était le projet de recherche Colchic pour lequel on a eu un financement de l'UNAFAM et on en est très reconnaissante. Et donc, je ne vais pas m'étendre sur la méthode parce que ce n'est pas l'objet d'être trop technique, mais juste quand même vous donner une idée. Donc, on a encore une fois mobilisé cette grande base nationale qu'est le système national des données de santé avec toutes les données de consommation de soins facturées à l'assurance maladie. Et donc, ces données ont été utilisées d'une part pour identifier les personnes suivies pour des troubles psychiques sévères en 2014. Donc, on a défini comme des troubles psychotiques et bipolaires, pour identifier leur comorbidité somatique et recueillir certaines caractéristiques sociodémographiques comme l'âge, le sexe, le statut CMUC ou le département de résidence. Et ensuite, on a suivi leur parcours de soins somatiques pendant 2 ans, sur l'année 2015 et 2016. Alors d'une part, en regardant le recours à la prévention, tout ce qui est vaccination, dépistage, notamment des cancers, le recours aux soins somatiques courants, donc tous les soins en fait qu'on doit effectuer normalement en routine sur une période de 2 ans, même si on n'a pas de pathologie sous-jacente, donc tout ce qui va être soins primaires auprès des médecins généralistes, soins dentaires, ophtalmologiques, gynécologiques pour les femmes. Et puis ensuite, le recours aux soins somatiques hospitaliers, donc pas pour des motifs psychiatriques, pour des motifs somatiques. Donc d'une part, le recours aux urgences et les hospitalisations en médecine, chirurgie et obstétrique. Et en fait, pour essayer d'isoler l'effet propre du trouble psychique, on a apparié chaque individu suivi pour un trouble psychique sévère avec 3 témoins de la population générale qui n'avaient pas de trouble psychique suivi, mais qui par contre présentaient les mêmes caractéristiques démographiques, donc le même âge, le même sexe, et les mêmes caractéristiques socio-économiques telles qu'elles sont disponibles dans les bases de données, pour essayer vraiment d'être sur des individus qui sont comparables en dehors de leur trouble psychique. Et ensuite, on a fait une analyse comparative entre ces individus en réalisant un ajustement
renseignements additionnels sur l'état de santé général. Donc pour ça, on a utilisé un indicateur synthétique de comorbidité somatique qui donne plus de poids à certaines comorbidités en fonction de leur impact sur l'état de santé général. Et puis un ajustement aussi sur l'environnement de vie avec un indicateur de fragmentation sociale, une typologie de l'accessibilité aux soins sur les territoires de vie des personnes et notamment de l'accès aux soins primaires, et puis le caractère urbain ou rural du lieu de vie. Alors, tout d'abord, en termes de résultats, donc les individus qui ont été identifiés comme souffrant d'un trouble psychique sévère en 2014 dans les données du Système national des données de santé sont au nombre d'un peu plus de 400 000. Et vous voyez que la majorité sont identifiés via un motif de mise en ALD, donc en affection de longue durée, mais on voit aussi qu'on identifie d'autres individus via des hospitalisations récentes ou via des hospitalisations plus anciennes quand il y a encore des médicaments psychotropes l'année de l'étude. Alors, pour ce qui est de leur comorbidité, donc là, en fait, juste pour que vous puissiez bien suivre sur le graphique, toutes les barres grises qui vont dépasser, qui vont être plus sur la droite que le 1, ça signifie qu'on a une surprévalence de la comorbidité dans la population vivant avec un trouble psychique. Et donc, ce qui est particulièrement frappant sur ce graphique, c'est qu'en fait, pour toutes les comorbidités qu'on a pu étudier grâce aux données du Système national des données de santé, on observe une surprévalence dans la population vivant avec un trouble psychique. Alors, bien sûr, c'est particulièrement marqué pour les troubles addictifs et neurologiques, mais on voit que c'est également le cas pour les maladies du foie ou du pancréas, le diabète, les AVC, les insuffisances cardiaques, etc. Et quand on considère l'indice synthétique de comorbidité somatique, il est également beaucoup plus élevé chez les personnes suivies pour un trouble psychique, 1,7 en moyenne versus 0,8 pour les personnes sans trouble psychique. Et je rappelle pourtant qu'on est sur des individus, qu'on compare des individus qui ont le même âge, qui ont le même sexe, etc. Donc c'est vraiment frappant que les personnes vivant avec un trouble psychique sont confrontées à un état de santé beaucoup plus dégradé au même âge et dans les mêmes conditions socio-économiques que les autres personnes. Ensuite, donc, on a regardé l'impact de la présence d'un trouble psychique sur le recours aux soins de prévention. Donc là encore, je vais essayer de pas être trop technique et de vous accompagner dans la lecture du graphique. En fait, en gros, dès que les barres oranges sont plus sur la droite, donc après le 1 et que vous avez une petite étoile qui montre la significativité statistique, ça veut dire qu'on a une augmentation du recours aux soins les personnes suivies pour un trouble psychique. Et à l'inverse, quand les barres vont vers la gauche, donc un odds ratio en dessous de 1, c'est qu'on a une diminution du recours aux soins. Donc, ce qu'on observe tout d'abord, c'est qu'on a une diminution significative du recours à la vaccination contre l'hépatite B chez les personnes suivies pour un trouble psychique. Et donc ça, c'est particulièrement important parce que c'est justement une population où cette vaccination est davantage recommandée qu'en population générale. Donc, on voit que là, les recommandations ne sont pas bien suivies. Pareil pour les dépistages du cancer du sein et ou de l'utérus et le dépistage du cancer colorectal, on voit que ce recours à ce dépistage est très diminué dans la population suivie pour des troubles psychiques. Et en fait, on observe une augmentation du recours uniquement pour l'électrocardiogramme, le bilan sanguin, la glycémie et le cholestérol. Mais en fait, ce sont des marqueurs de suivi spécifique des effets indésirables des médicaments psychotropes et donc ils devraient être en fait beaucoup plus augmentés que ce qu'on observe chez les individus suivis pour un trouble psychique en comparaison avec la population générale. Donc là aussi, derrière, on se dit que peut-être les recommandations ne sont pas tout à fait suivies et que ces indicateurs de prévention spécifiques sont peut-être pas mis en œuvre aussi souvent qu'ils devraient l'être. Alors ensuite, on a regardé l'association entre la présence d'un trouble psychique sévère et le recours aux soins de médecins généralistes et de spécialistes courants. Ce qu'on observe, c'était un peu contraire à notre hypothèse de départ. On observe l'existence d'un médecin traitant plus fréquemment chez les individus suivis pour un trouble psychique sévère. Alors c'est un peu contraire à certaines remontées qu'on peut avoir du terrain. Donc notre hypothèse pour expliquer ça, c'est que la majorité des individus sont identifiés dans le Système national des données de santé via un motif de recours aux affections de longue durée. Or, pour entrer dans le dispositif des affections de longue durée, il faut avoir un certificat établi par un médecin traitant. Et donc, c'est pas forcément peut-être un médecin qui derrière va suivre très bien le patient. Donc, il y a peut-être une augmentation mécanique de l'identification d'un médecin traitant de ce fait. Pareil, le nombre moyen de contact avec un médecin généraliste est plus élevé chez les individus suivis pour un trouble psychique en comparaison à la population générale. Et donc là, notre hypothèse, c'est que ça pourrait être lié au fait que dans les données, on n'a pas le motif de recours aux soins primaires. Donc en fait, ça peut être tout simplement, là, on n'a pas pu dissocier ce qui est psychiatrique ou somatique. Donc ça peut être simplement un recours au médecin généraliste pour le trouble psychique et pas forcément pour le trouble somatique.
Par contre, ce qu'on observe bien, qui est en accord avec nos hypothèses de départ, c'est qu'on a une réduction très marquée du nombre moyen de contact avec un spécialiste chez les individus qui sont suivis pour un trouble psychique. Et c'est observé aussi pour les soins dentaires, les soins gynécologiques, la contraception chez les femmes et les soins ophtalmologiques. Et là, on voit que c'est vraiment très diminué par rapport à la population générale. Donc, il semble y avoir un adressage qui ne se fait pas très bien vers les spécialistes pour les personnes suivies pour un trouble psychique sévère. Et enfin, le dernier point qu'on a regardé, ce sont les admissions à l'hôpital, hors motif psychiatrique, bien entendu, puisque là, on s'intéressait aux motifs de recours somatique. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'on a un peu plus de passages aux urgences chez nos individus qui sont suivis pour un trouble psychique sévère. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir que ce résultat-là, en fait, il est lié à un nombre moyen de passage aux urgences avec hospitalisation qui est beaucoup plus élevé chez les individus suivis pour un trouble psychique sévère, ce qui n'est pas le cas pour le nombre moyen de passage aux urgences sans hospitalisation. Donc en fait, dans la population générale, il y a pas mal de passages aux urgences qui sont faits en fait pour des motifs qui ne nécessiteraient pas forcément une prise en charge aux urgences, et ce n'est pas du tout le cas chez les individus avec des troubles psychiques. Quand ils arrivent aux urgences, c'est souvent vraiment au dernier recours avec un état de santé très dégradé. On voit qu'on a aussi un petit peu plus d'hospitalisation en médecine, chirurgie et obstétrique pour les individus suivis pour des troubles psychiques sévères. Donc là, je rappelle que ça a état, à comorbidité similaire, après ajustement sur les comorbidités. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on observe, et là, c'est vraiment marqué, beaucoup plus d'hospitalisation évitable chez les individus suivis pour un trouble psychique sévère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une hospitalisation évitable ? En fait, c'est une hospitalisation pour des motifs qui, normalement, ne devraient pas mener à une hospitalisation s'ils étaient correctement suivis en soins primaires, donc en gros par le médecin généraliste. Donc, ça va être par exemple une hospitalisation pour des complications simples du diabète, pour une grippe, etc. Et donc là, ce sont des résultats qui interpellent. Donc, j'ai essayé de vous faire une petite synthèse de nos résultats. Donc, en gros, ce qu'on observe, ce sont des disparités marquées. Déjà, le premier résultat frappant, c'est qu'on a des comorbidités beaucoup plus fréquentes chez les personnes avec des troubles psychiques, malgré un ajustement sur les caractéristiques démographiques. Un recours aux soins somatiques courants qui est globalement moindre. On voit une association quasi systématique entre la présence d'un trouble psychique et les indicateurs de recours aux soins, même en comparaison à une population similaire et après ajustement. Et on voit que c'est très marqué pour les dépistages des cancers et les soins de spécialistes. On a aussi un recours aux soins somatiques d'urgence qui est plus élevé et qui est très marqué là pour les hospitalisations évitables. Donc, ce travail que nous avons pu réaliser avec l'aide de l'UNAFAM, en fait, il représente la première objectivation à l'échelle nationale et par un faisceau d'indicateurs des disparités d'accès aux soins somatiques chez les personnes avec des troubles psychiques. Je pense que nos résultats, ils ne vont pas surprendre les usagers ou leurs familles. Ce sont des résultats qui sont connus, mais en fait, il n'y avait jamais eu d'objectivation avec des chiffres, des données objectives de ces constats. Et ce qui est intéressant, c'est que ça suggère notamment une inadéquation de la prise en charge en soins primaires. On voit qu'il y a beaucoup de contacts avec le médecin généraliste, mais que par contre, derrière, il va y avoir beaucoup d'hospitalisations évitables. Et on a tendance à beaucoup parler dans le débat public en France des difficultés des médecins généralistes à prendre en charge les troubles psychiques des personnes, mais on voit qu'ils ont aussi, a priori, des difficultés à prendre en charge les troubles somatiques des personnes vivant avec des troubles psychiques. Et puis, ce qui est un peu inquiétant, c'est que nos résultats sont conservateurs parce qu'en fait, ils sont sur des personnes diagnostiquées et suivies pour leurs troubles psychiques, puisque c'est comme ça qu'on les identifie dans les données. Or, on sait que il y a pas mal de personnes qui souffrent de troubles psychiques qui ne sont pas diagnostiquées ou qui ne sont pas suivies, donc sur lesquels ces résultats sont probablement encore pires que ceux qu'on observe sur les personnes suivies. Voilà, donc ce projet, il a mené à tout un tas de publications. Donc, il y en a pour tout le monde, à la fois des publications scientifiques en anglais, mais aussi des billets de blog ou des publications institutionnelles de l'IRDES ou dans la revue de l'UNAFAM. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez les retrouver facilement. Et puis, je voulais juste conclure sur le fait que ce petit coup de pouce de l'UNAFAM avec ce petit financement nous a permis de développer aussi d'autres projets, puisque maintenant, on a un projet qui vise à étendre nos résultats sur le recours aux soins au parcours de soins en utilisant une pathologie traceuse qui est celle des cancers, qui est la première cause de mortalité chez les personnes suivies pour un trouble psychique, et d'essayer d'identifier les difficultés dans les parcours de soins pour cancer des personnes suivies pour des troubles psychiques. Donc ça, c'est un projet qu'on a déposé à l'Institut national du cancer qui donc le finance pour 3 ans. Et cette fois, on a une approche mixte, c'est-à-dire qu'on a à la fois une approche quantitative avec les données du SNDS, mais aussi une approche qualitative. Donc c'est associé avec
une équipe de socio-anthropologues. Il va y avoir des entretiens avec des professionnels, des usagers et des proches pour mieux documenter les mécanismes causaux en jeu et les points de vue des différents acteurs, parce que les données du système national des données de santé, elles sont riches, elles sont exhaustives, mais il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre à partir de ces données. Et puis, on a aussi une approche participative avec des focus group avec les usagers. Donc là, le projet est bien entamé, donc on aura bientôt des résultats. Donc à suivre si ça vous intéresse. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions et je tiens encore à remercier l'UNAFAM pour ce financement. Merci beaucoup. Merci. Pardon. Merci beaucoup Coralie pour cette présentation parce que ce n'est pas toujours facile d'arriver à rendre, à passer son savoir dans un temps court et vraiment ce travail il est très très important pour l'UNAFAM car il est absolument, enfin on pourrait dire que il est inadmissible aujourd'hui que les personnes qui ont des troubles psychiques soient en plus, disons, mal suivies au niveau de leur parcours somatique. Et je trouve que c'était très intéressant le point où vous avez dit qu'à la fois on identifie au travers de vos résultats que les médecins généralistes ont du mal à prendre en compte les troubles psychiques, mais qu'en même temps, ils ont du mal à prendre en compte les troubles somatiques pour les personnes ayant des troubles psychiques. Et c'est certainement tout cela qui concourt à une perte d'années de vie. Et encore, on ne parle pas d'années de vie en bonne santé. Et là, je pense que si on parlait de la perte d'années de vie en bonne santé, eh bien, je crois qu'on aurait un nombre d'années encore plus important. Alors, peut-être une question. Comment expliquez-vous que les personnes ayant des troubles psychiques soient plus touchées par des maladies somatiques ? Oui, il y a plein de facteurs qui se combinent, mais notamment donc il y a les effets secondaires quand même des médicaments psychotropes au long cours. On sait que ça a des impacts cardiovasculaires qui sont importants, et puis aussi une moindre prévention dans cette population-là. Enfin, je pense qu'il y a vraiment plein de facteurs. Après, on met souvent en avant le fait que les personnes avec des troubles psychiques ont des comportements de santé plus à risque, donc par exemple qu'elles fument plus. Donc voilà, c'est probablement un facteur aussi, mais c'est loin d'être le seul facteur. C'est vraiment une combinaison de facteurs qui contribuent à ça. Et puis, il y a une espèce de nouvelle pan de recherche qui se développe, dont j'ai un peu parlé, sur le fait qu'il y aurait peut-être des facteurs biologiques communs à des maladies psychiatriques et des maladies somatiques. On parle notamment de surexpression de certains facteurs inflammatoires qui seraient communs, par exemple, au trouble bipolaire et au diabète. Mais voilà, c'est encore des recherches assez récentes. Donc, il n'y a pas une réponse unique à votre question, il y a plein de facteurs qui se combinent. Merci Coralie. Et il y a une personne, Lily-Antoine, qui dit « Et en plus, les médecins ne nous croient pas quand on dit qu'on pense qu'on a un problème somatique et on voit qu'au travers de cette expression, c'est toute la stigmatisation aussi qui est à l'œuvre. Et donc, c'est la tête, c'est quelque chose de très facile à dire et qui peut bloquer effectivement les recherches. Vous avez parlé, là vous êtes en train de travailler sur le cancer et j'espère que on aura bientôt tous les résultats qui concernent effectivement l'approche par rapport au dépistage du cancer.